C'est parti. Imaginarium pour patienter avant le prochain salon du livre. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Pagès, Gwen Guedes et Alexei Evna pour parler de comment répondre à un appel à texte. Alors, Nicolas et Gwen, vous êtes tous les deux auteurs, vous faites tous les deux partie du collectif Graal 13, qui est un collectif d'auteurs francophones et d'un illustrateur spécialisé dans le SFFH, je ne sais jamais combien il y a de F, et surtout la fantasy, le fantastique, non, la science-fiction, le fantastique et l'horreur. Voilà. Alexei, tu es la responsable de l'anthologie de l'Imaginarium. C'est toi qui dirige ce gros boulot. Et tu es aussi autrice de ton côté et traductrice. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et ravi d'être là. Très content d'être là aussi. Bon, alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un appel à texte ? Ça, c'est une vaste question. Est-ce que je vais me lancer. C'est pas très courtois, mais je prends la parole en premier. Un appel à texte, c'est donc le lancement d'un sujet pour un sujet qui va correspondre au thème d'une nouvelle que l'auteur est censé envoyer avant une date prévue. Et donc, il est censé imaginer une histoire par rapport à ce sujet qui va être une phrase plus ou moins courte. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, je pourrais rajouter que c'est un thème aussi, souvent, qui peut aller du sport à la cuisson des nouilles en Asie du Sud-Est. Voilà, il y a énormément d'appels à texte. Voilà, mais en général, effectivement, c'est sur un thème ou une question ou un mot, une expression. Il peut y avoir aussi une citation, des choses comme ça. Voilà, par exemple, cette année, l'appel à texte de l'Imaginarium qu'on a lancé en partenariat avec Livresque et l'édition et auquel vous avez tous les deux participé, c'était le cyberpunk féerique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un très très bon thème. Il me semble que c'était assez novateur finalement parce que cyberpunk, ça a été fait, mais féerique, ça a été une grande source d'inspiration. Ah oui, c'était très original. Ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Je ne m'attendais pas du tout à un thème pareil et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il soit autant source d'inspiration de mon côté également. Comme quoi. Tout à fait. On a eu de très très bonnes surprises en lisant toutes les nouvelles qu'on a reçues. Et d'ailleurs, on en a reçu un très grand nombre, ce qui a aussi été une surprise compte tenu du thème qui est quand même assez particulier. Et donc, c'était vraiment un plaisir à lire. Ouais. C'est moi qui faisais partie du comité de lecture, je dois dire que j'ai été aussi agréablement surprise. Il y a eu une petite frayeur parce que sur les premiers temps en fait où on a lancé l'appel à texte, on recevait pas beaucoup de nouvelles. On s'est dit ah zut, le thème est un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop original. Et puis en fait, je sais plus, je crois qu'au final, on a reçu plus de 80 nouvelles. Alexei me corrigera, mais 83 ou 84. Voilà. Wow. Oui, c'est beaucoup. Oui, je t'en prie, Gaël. Non, c'était juste une petite réflexion. Vas-y. Non, mais il faut savoir que souvent les auteurs travaillent, avec la deadline, et donc ils s'arrivent souvent dans les derniers temps. Enfin, moi, j'en fais partie souvent, j'envoie toujours souvent mes nouvelles à la dernière minute, parce que je procrastine beaucoup et voilà, donc je suis souvent le dernier ou un des derniers à envoyer ma nouvelle. Mais je crois que il y a pas mal d'auteurs qui fonctionnent comme ça. Ah oui, bah, très clairement, toutes les nouvelles, on va dire que 90% des nouvelles arrivent dans la dernière semaine de l'appel à texte. Hein. Il faut dire aussi pour la défense de certains auteurs que le fait d'avoir une sorte de pression avec la deadline qui approche, j'ai l'impression que ça fait foisonner les idées. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche comme ça. J'ai pas d'idée. Puis quand je me dis mince, j'ai 15 jours, une semaine avant de finir mon texte, les idées arrivent toutes seules alors que je cherchais désespérément à les assembler et il n'y avait rien. Et là, la pression, tout d'un coup, c'est un effet magique. C'est vrai. Avec Gaël. C'est bizarre.
Et du coup, où trouvez-vous des appels à texte? Où peut-on trouver des appels à texte? Nico, à toi, l'honneur. Alors, moi le plus souvent, j'allais sur des sites spécialisés, donc il y en a 2 ou 3. Alors j'ai pas les noms comme ça en tête, et puis comme j'ai pas pris de notes, bien sûr, je les ai pas. Ça va être compliqué, mais il y a appelatext.fr, quelque chose comme ça, il me semble. Oui. Il y a, il y a, il y a un site qui est très très ancien, parce que déjà à l'époque, quand j'étais sur le forum de Cocyclic, on m'avait vachement conseillé ce site. Alors j'ai plus le nom en tête du tout, mais souvent il suffit de chercher appel à texte, taper dans Google, et puis vous avez pas mal de pas mal de résultats positifs. Aussi sur Facebook d'ailleurs, hein. J'ai pas mal d'amis auteurs et anthologistes, donc qui relaient les appels à texte. Donc voilà. Alors, sur l'ancien site, ça devait être Bonne Nouvelle, peut-être, dont tu parlais? Alors Non, non, ça... c'est un autre, ouais, mais c'est bête que j'ai pas mon ordinateur Il y a sous la main. Épopée fictive aussi qui est Ah, assez voilà. intéressant. Merci Gaël, c'était Épopée fictive. Je t'en prie. Puis il y a le coin des appels à texte aussi, et je crois qu'il y en a un qui s'appelle Texte à l'appel, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y en a un qui... Ils sont assez complets en général. Je crois que j'en oublie pas. Puis il y a appelatext.fr aussi, dont parlait Nicolas, qui est pas mal. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à aller guetter sur le site des maisons d'édition qui sont affectionnées par les auteurs, parce que souvent, les maisons d'édition lancent des appels à texte sur divers sujets en fonction de ce qu'ils ont envie de publier. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Oui, c'est là que Facebook trouve son intérêt. Tout à fait, ouais. Alors, si je peux rajouter aussi, puisque ça fait quand même partie de la question, je crois qu'il y a des maisons d'édition qui ont des appels à texte réguliers, chaque 6 mois ou chaque année. Je pense par exemple aux éditions Malpertuis, où il y a un appel à texte athématique, donc, mais alors que sur le fantastique, là, par exemple, donc, qui fait un appel à texte tous les ans, quoi. Voilà. D'accord. Et par exemple, alors là c'est la deadline est le 31 décembre. Donc autant te dire qu'avec les fêtes et tout, il y a pas mal de boulot qui se fait en dernier, un peu à l'arrache, mais bon, voilà. Voilà, donc par exemple, Malpertuis, il doit y en avoir d'autres que j'ai pas en tête. Et peut-être qu'Alexei, tu peux nous parler un peu de la façon dont est organisé le comité de lecture, en tout cas pour l'Imaginarium. Je suppose que ça dépend énormément des différents éditeurs. Mais comment organises-tu ton comité de lecture en tant que directrice de l'anthologie? Alors, sur le comité de lecture, on a les bénévoles de l'association, bien entendu. Et donc, comme le nom l'indique, ce sont des bénévoles qui sont, on va dire, férus de lecture et de science-fiction, fantasy, etc. Et ils sont répartis en plusieurs groupes qui analysent les nouvelles au fur et à mesure de la réception. Et c'est là où c'est un petit peu moins rigolo quand tous les auteurs envoient au dernier moment leur texte, qu'on se retrouve à crouler sous les nouvelles. Et donc, ils reçoivent les textes anonymisés par petits groupes. Et une fois la première lecture faite pour écrémer un petit peu les nouvelles qui ne correspondent pas au thème, qui sont à côté de la plaque, dans un français beaucoup trop approximatif ou qui ne respectent tout simplement pas les consignes, on fait des fiches de lecture, on trie en fonction de ce qui a été vu et lu à la première découverte, et ensuite les textes qui ont survécu au premier écrémage sont lus par l'ensemble des bénévoles du comité. Et c'est ensuite qu'avec les fiches de lecture, toujours, on retranche tout ça pour avoir le meilleur. On débat sur le thème
de l'anthologie, sur les nouvelles qui peuvent se ressembler parce que ça arrive, sur les thèmes de chaque nouvelle, et on s'arrange pour sélectionner des nouvelles tout simplement qui se complètent, qui tournent vraiment autour d'une même ambiance, d'un même élan, sans qu'elles soient forcément très proches les unes des autres, de manière à construire une anthologie la plus complète et la plus unique possible. Et cette année, on a été servi. Du coup, on a pas mal parlé jusqu'à présent du fait que la plupart des appels à texte avaient un thème. Et donc, moi, les questions que je me posais pour les auteurs, c'est est-ce que vous savez exactement quelle nouvelle vous allez envoyer quand vous voyez un appel à texte, ou est-ce que vous vous dites c'est un thème sympa, j'aimerais bien écrire dessus, mais je sais pas encore quoi. Alors personnellement, quand je vois un appel à texte, généralement, je n'ai aucune idée qui me vient. Si j'aime bien l'idée, ou si je trouve que l'idée justement est très éloignée de ce que j'écris d'habitude, je me dis, je vais essayer de trouver quelque chose, mais c'est très rarement arrivé que j'ai une idée qui surgisse tout de suite. En général, ça met du temps à mûrir. Il faut que j'y réfléchisse longuement, très longuement. Ouais, je suis assez d'accord avec Gaël sur le fait que c'est difficile parfois qu'une idée surgisse comme ça sur un thème ou sur un appel à texte en particulier. Moi, pour ma part, j'ai pas mal de réserves. Enfin, j'ai un petit réservoir d'idées ou des petites notes sur un carnet. Et parfois, il y a un appel à texte qui correspond à une idée qui a pu me passer par la tête avant. Et j'arrive à construire parfois un texte qui tient la route. Mais c'est, enfin, je crois c'est vrai qu'il n'y a pas de règle véritable. Je crois que nos collègues auteurs ont chacun leur. Il y en a qui sont très qui bossent beaucoup dans l'élaboration de quelque chose sur une idée précise. Je connais pas mal d'auteurs obsessionnels qui font ça. Oui. C'est-à-dire l'appel à texte, voilà, ils le prennent, ils le décortiquent à mort, ils essayent de penser des trucs en fonction, et ça fait parfois de très bons textes. Et après, il y a la création, c'est vraiment quelque chose de particulier qui peut surgir comme ça ou pas selon une situation qu'on vit ou un film qu'on regarde. Bon, il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez. C'est un peu magique l'idée, quoi. C'est ça, ouais, je trouve aussi. C'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui est pas. Enfin, moi, j'arrive pas à faire de modèle là-dessus. Voilà. Bon, après, je suis très bavard, excusez-moi. Non, mais non, pas de souci. Mais d'ailleurs, cette année, c'était assez rigolo parce que si je ne me trompe pas, vous avez été plusieurs auteurs de Graal 13 à vous motiver pour participer à l'appel à texte de l'Imaginarium. Et comme j'ai l'immense privilège d'être votre amie sur Facebook, je suivais vos petites co-motivations pour participer. C'était assez sympa. On essaye de se motiver les uns les autres. C'est un peu le principe du collectif. Comme à la base, nous sommes tous des amis. Ce n'est pas un collectif qui a été réuni par hasard. Ce sont vraiment des amis qui sont regroupés. Donc, on essaye toujours de se donner de se refiler les bons tuyaux, savoir quel est l'appel à texte intéressant du moment. Et je trouve ça sympa quand on est plusieurs du collectif à essayer de participer en même temps parce que c'est plus agréable comme ça quand on est sélectionné à plusieurs. Ben voilà, c'est plus agréable pour participer à un salon, même quand on représente une anthologie. Je trouve que ça donne une espèce de convivialité à la chose. Tout à fait. Il y a une émulation aussi qui se passe parce que c'est marrant, c'est un peu comme dans un groupe là, qui c'est qui va boire le plus ou qui c'est qui va
c'est qui va courir le plus loin, c'est qui va pisser le plus loin. Bref, c'est un truc comme ça, dire allez, moi, Gaël l'a fait, donc il faut que je le fasse. Il y a Francis aussi qui est sur le coup, je peux pas passer ça. Enfin, c'est presque un jeu, quoi. Ça devient vachement ludique. Ça devient vachement ludique, et puis bon, mais c'est toujours plus sympathique de travailler dans cette ambiance-là que seul à la. C'est la grande force du collectif, comme a dit Gaël. Ça permet de se soutenir aussi sur les coups de mou, sur le découragement, comme ça. Bon, des trucs intéressants, quoi. On est un peu communiste, nous, hein. On a un côté communiste. C'est vrai. Voilà, on essaie de faire la cause commune, en tout cas. Bon, voilà. Ça marche jusque-là, apparemment. Enfin, ça a l'air de fonctionner. Oui. Ouais. Et donc, quels conseils donneriez-vous aux auteurs qui soumettent des textes pour un appel à texte? Il y a plein de conseils à donner. Alors, la chose, c'est qu'on en connaît souvent beaucoup, mais même quand on les connaît, il faut rester très humble parce qu'on ne les applique pas forcément toujours, même quand on sait pertinemment qu'il faudrait faire telle ou telle chose. Je dirais que le premier conseil, une fois qu'on a écrit son texte, c'est de le relire vraiment beaucoup et de ne pas avoir peur d'effectuer des modifications, de supprimer des parties inutiles, d'en ajouter et de se faire relire par quelqu'un de préférence de bienveillant. Parce que soi-même, on n'a pas forcément assez de recul pour savoir si le texte qu'on a écrit correspond vraiment bien au thème donné, si l'histoire est suffisamment détaillée, compréhensible. Donc, je crois qu'aussi se faire relire par quelqu'un de préférence qui a des prédispositions pour la littérature, qu'il soit auteur ou non, c'est pas très grave, mais surtout quelqu'un de bienveillant. Et d'accepter également toutes les critiques qu'on peut émettre par rapport à votre texte. Faut savoir, faut rester humble là aussi, savoir qu'on n'écrit pas forcément toujours des choses parfaites et que si on nous fait une remarque, c'est pour le bien du texte. Alexei, est-ce que tu as des conseils en tant que présidente du comité de lecture? Je pense que ça va être plus du pratico-pratique ou tout simplement, je dirais aux auteurs de respecter toutes les consignes qui sont données, que ça soit juste 2 lignes ou toute une page. Il y a toujours des petites choses, le thème notamment. Je pense que c'est le point fondamental. Si vous faites une nouvelle qui est en dehors du thème, il n'y a absolument aucune chance que ça passe. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est nombre de mots, de signes, etc., ça reste important de bien faire attention à respecter ça, parce que je vois que nous, on se base là-dessus. On a une limite de 10 000 mots, ce qui est déjà énorme. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de prendre des textes qui sont au-dessus de cette limite. Donc voilà, c'est vraiment important de faire attention à ce genre de petites choses et respecter les temps aussi, parce que, comme on vient de le dire, on reçoit beaucoup de textes en fin d'appel à texte, tout simplement, et du coup, quand on en reçoit encore quelques-uns après, c'est trop tard. On a déjà fait toute la distribution, les lectures sont en cours, on a déjà fait notre planning pour lire au mieux tous les textes avant la première réunion, le premier débat, donc c'est vraiment à suivre. Oui, parce que nous aussi, on a des deadlines, en fait. C'est pour ça qu'on met une date limite, et à partir de là, on sait qu'on a, il me semble que cette année, c'était 1 mois pour tout lire et pour tout trier. Et c'est assez, comment dire, c'est assez sportif dans le sens où on doit lire donc environ 80 nouvelles en 1 mois, et ce sont toutes des nouvelles sur le même thème. Du coup, au bout d'un moment, on a l'impression de lire un peu toujours la même chose, et ça devient très difficile d'être objectif sur le jugement des nouvelles et de les analyser vraiment individuellement et pas par rapport aux autres qu'on a lus, etc. Donc c'est pour ça que respecter les deadlines,
c'est primordial. Alors, oui, pour faire écho à ce que tu disais, Camille, effectivement, par rapport à la redondance des textes, ou en tout cas du thème, je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi. Enfin, c'est pas un conseil aux auteurs, parce que je crois je ne sais pas si on en a vraiment, mais par rapport au texte, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lâcher dans l'originalité. Il y a un truc comme ça qui est vachement apprécié, parce que moi j'ai été anthologiste aussi sur une petite collection hommage à Lovecraft. Je sais que Gaël a été anthologiste plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à être, alors pas être original, mais parce qu'il ne faut pas être original pour être original aussi, ça n'a pas de sens, mais se lâcher sur le thème, essayer de le triturer, de le déformer. Voilà, il y a un truc comme ça qui est intéressant. Moi, je trouve que faire trop scolaire, ça fait chier tout le monde, donc ça fait chier celui qui l'écrit, parce que je pense moi je me suis fait chier des fois à écrire des nouvelles comme ça où je m'étais imposé comment dire, pour rester totalement dans le thème, même si c'est important, hein, faut pas trop déborder, mais voilà, il faut quand même s'autoriser une certaine liberté d'écriture, quoi, je trouve. Oui, je suis d'accord, un peu de dinguerie, ça fait du bien aussi, tout en restant voilà, dans les limites du thème imposé. Si c'est un thème qui est un petit peu sinistre, on peut ajouter une petite touche d'originalité, un petit peu de luminosité. Ça fait toujours du bien, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je pense, ouais. Et si je peux me permettre, aussi prendre le thème et vraiment l'absorber et l'adapter à sa façon d'écrire. Enfin, on a eu énormément de choses qui se ressemblaient. Et je vois avec vos 2 nouvelles, on a des textes très différents et on sent que derrière, il y a votre écriture, votre style. Et je pense que c'est aussi important de montrer ça et d'ouvrir en gros une fenêtre juste sur vous et sur votre vision du thème, pas juste le thème pris et recraché et en espérant que ça passe parce que ça colle avec ce qui est attendu, quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexei. Ouais. Je pense que un des critères qui est quand même très important, c'est pas de participer à un appel à texte pour participer à un appel à texte. Il faut qu'à un moment donné, le thème vous ait plu ou vous ait attiré ou corresponde à ce que vous avez l'habitude d'écrire. Ou pas d'ailleurs, mais qu'il y ait une réelle envie d'y participer, pas juste de se dire je vais faire tous les appels à texte qui sortent, comme ça j'aurai une chance d'être publié, parce que peut-être un marathon. Non pas. Ah mais complètement, il y a tout à fait ça. Il y a une idée comme ça, et comme disait Alexei, il ne faut pas hésiter à triturer un peu le texte, quoi, à triturer le thème en tout cas. Mais ça peut être intéressant aussi de faire des listes avec tous les mots qui évoquent l'appel à texte. Souvent, c'est ce que je fais. J'essaie de les classer par catégorie. Ça peut être des pays, ça peut être des odeurs, des chansons, des sensations. J'essaie de tout rassembler et je vois s'il y a quelque chose qui sort de tout ça. C'est vrai qu'en marchant par ce système, ça fonctionne pas mal. Ouais, c'est vrai que chacun a son petit truc pour se donner un petit peu d'inspiration. Ouais. Moi, c'est l'alcool, hein, personnellement. Non, je plaisante, mais ça pourrait. J'en connais quelques-uns, par contre. Bon, bref. Oui, j'en connais. On ne dira pas, on ne donnera pas de nom, mais j'en connais aussi. On ne citera personne. Et donc, c'est vrai que nous, à l'Imaginarium, on fait un appel à texte de nouvelles. Et quels sont les critères qui sont utilisés, Alexei, pour évaluer ce genre? Enfin, je sais que ça prête souvent à débat. Qu'est-ce qu'une nouvelle? Qu'est-ce qui n'est pas une nouvelle? Comment est-ce qu'on évalue si ça correspond bien à ça? Bah, encore une fois, on va partir sur la taille, sur le nombre de mots. Ça peut pas être trop long parce qu'on sent tout de suite qu'il y a trop de choses qui vont être dites et qui vont déborder du cadre de la nouvelle, qui est censé être très restreint avec un nombre de personnages réduit. On attend de la concision, une intrigue qui se boucle
complètement, on va dire. Il n'y a pas besoin d'avoir une fin forcément ouverte sur une nouvelle. Si on veut le début, le milieu, la fin, point, on a une intrigue, on n'en a pas forcément plusieurs, même, je dirais que je déconseille le fait d'avoir plusieurs intrigues. Ça, on n'est pas dans un roman, on a besoin que ça soit centré et qu'on comprenne tout de suite les enjeux du texte et des personnages. Il faut que ça soit vraiment que chaque mot ait sa place pour dire au lecteur, voilà, ma nouvelle parle de ça et pas d'autre chose. On ne peut pas s'autoriser de longs passages digressifs ou complètement descriptifs parce que ça n'a pas sa place là. On doit toujours demander l'attention du lecteur jusqu'à la fin. Et cette fin, on attend aussi souvent qu'elle choque, qu'elle marque, qu'il y ait une chute pour retourner complètement le sens de la nouvelle, pour tout simplement marquer le lecteur, vu que le but c'est ça. On n'a pas la place d'un roman, mais avec la nouvelle, on doit faire la même impression. Et un an, 2 ans après, ils se disent « Ah oui, c'était cette nouvelle avec ça qui s'est passé ». Et c'est cette chute qui va marquer le lecteur plus que souvent le reste, le cadre ou le personnage principal, par exemple, risque d'être un petit peu mis à l'écart. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur une nouvelle, on attend qu'il y ait une action qui se passe et que ce soit concis. Pas besoin de nous expliquer les déboires amoureux de la boulangère si la seule fois où la boulangère apparaît, c'est quand le personnage principal va lui acheter du pain. On n'est pas dans comme tu disais, on n'est pas dans un roman où on va vraiment chercher à construire un background autour des personnages, à leur donner un passé mystérieux. Là, je dirais qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas sur le premier jet d'écriture, à faire presque des personnages très archétypaux pour que le lecteur comprenne très rapidement à qui il a affaire. Ne pas essayer de faire un personnage trop complexe parce qu'on sait qu'on est sur une nouvelle. Sur l'appel à texte de l'Imaginarium, il y a 10 000 mots pour y répondre et puis c'est tout, quoi. Et de même avec le cadre, on n'a pas le temps d'avoir un cadre super fourni où on va nous expliquer que il y a cette hiérarchie dans la politique, qu'il y a ces croyances, que la météo se passe comme ci ou comme ça. Si ça n'a aucun lien avec ce qui se passe dans l'intrigue et dans sa résolution, ça n'a aucun intérêt, même si ça peut être très intéressant et si ça aurait complètement sa place dans un roman. C'est vrai. Ça aurait complètement sa place dans un roman. Mais je sais que là, moi, j'ai trouvé que sur l'appel à texte cyberpunk féerique, c'était un peu la difficulté de certaines nouvelles. C'est que comme on était sur un thème très, je dirais, très visuel du cyberpunk, où on s'imagine tout de suite ces grandes villes avec des trucs ultra futuristes, etc., j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de nouvelles qui se perdaient un peu dans la description de l'univers et qui oubliaient de construire une histoire, en fait, dans cet univers. Ouais, alors, si je peux répondre un petit peu, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça dans la nouvelle où il faut être hyper concis, il faut rentrer un peu bien en tête dans le récit. Bon, c'est vrai que par exemple, il ne faut pas hésiter à faire de l'économie de mots et l'économie de concepts. Il faut que ça soit. Voilà, c'est une question de rythme aussi, la nouvelle. Plus finalement de forme que de fond, parce que le fond, on peut effectivement le développer dans un récit plus long, mais dans la nouvelle, il faut privilégier pardon, toujours la forme au fond, quoi. C'est un peu. C'est bizarre parce c'est vrai qu'on dit que l'histoire, c'est important, mais dans une nouvelle, ce qui est important surtout, c'est une ambiance, quoi. C'est une ambiance avec effectivement, tu as raison Camille aussi, et Alexei aussi, vous l'avez dit, mais avec une intrigue qui se termine, quoi, qui finit, une boucle, en fait, une boucle qui n'est pas quelque chose d'ouvert. Il faut que ça se termine, quoi, obligatoirement.
dans un roman. Alors, je dis pas si c'est obligatoirement, parce que j'ai peut-être pas le recul nécessaire. Je crois qu'il y a des nouvelles comme ça qui sont avec des fins ouvertes, un petit peu où il n'y a pas grand-chose de résolu. Bon, quelque chose d'un peu contemplatif, ça peut être intéressant aussi. Après, tout existe et tout est possible, hein. Il y a des nouvelles qui n'ont pas de chute. Toutes les nouvelles n'ont pas forcément besoin d'avoir une chute. Mais c'est vrai que si on veut se maximiser nos chances de réussite et pas, enfin, comment? Et à moins d'être certain d'avoir pondu le nouveau chef-d'œuvre, la nouvelle, il faut essayer je dirais, de correspondre un peu au genre, quoi. Après, on a des nouvelles, on a au moins une nouvelle qui est assez contemplative, comme tu disais, Nicolas, et une autre où la fin est assez ouverte. Mais à côté de ça, elles ont su marquer par d'autres façons. Donc, c'est vraiment un conseil à prendre, bien entendu, avec des pincettes, toujours. Mais il faut savoir marquer le lecteur. La chute, c'est un moyen très efficace de le faire. La nouvelle contemplative est assez compliquée si vu que c'est court. Et donc, il ne faut pas non plus s'étaler, partir dans n'importe quelle direction, vu que l'intrigue est assez effacée. Et pour les fins ouvertes, c'est pareil. Vu que même s'il y a une résolution, la chute va pas forcément être autant marquée. Et donc, il faut bien mesurer tous les aspects qui sont pris en compte dans la nouvelle pour pas justement déborder ou ne pas marquer ou se laisser embourber, quoi. Enfin, c'est un exercice très particulier. Ouais, finalement, c'est aussi difficile, voire plus difficile que d'écrire un roman comme ça, qui peut se passer au kilomètre aussi, où on a le temps de se tromper, de revenir. Voilà, la nouvelle, une fois qu'on a écrit le premier jet, c'est compliqué d'aller la retrifouiller ou la refondre en totalité, parce que on perd aussi de l'essence, de la substance dans l'écriture. Il y a un truc comme ça qui est compliqué dans la nouvelle, parce qu'il faut voilà, il faut que tout s'ordonne bien dans l'esprit pour qu'on puisse en tirer un peu le truc, la substance la plus importante, quoi. Je dirais qu'une nouvelle, c'est... Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Je t'en prie, vas-y. Je dis juste que je pense qu'une nouvelle, c'est un petit peu comme une chanson, finalement. Il y a une espèce de rythme. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez obsédant pour qu'on arrive à bien s'en souvenir. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit court, marquant, rythmé. Et finalement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a un côté presque musical par rapport au roman. Moi, j'en pense que du bien de ce que tu as dit, parce qu'effectivement, il y a le côté musical. Souvent, pas mal d'auteurs travaillent en musique aussi sur l'écriture. Moi, j'ai arrêté parce que ça me déconcentre trop, mais ouais, il y a un côté chanson, effectivement. Il y a un côté conte chanson dans la nouvelle qui est. Il y a un comme ça, voilà. Quel est de cet ordre-là. Et puis, je pense que ce qui est important de garder en tête aussi, surtout quand on participe à un appel à texte, c'est qu'on sait que le comité de lecture va se retrouver avec énormément de nouvelles à lire. Et je vais peut-être choquer des auteurs qui nous écoutent en disant ça, mais moi, je sais que en tant que membre du comité de lecture, quand j'attaque une nouvelle, je sais que la nouvelle, elle va faire maximum 10 000 mots. Si au bout on va dire 2 ou 3 pages, je me demande encore ce que je suis en train de lire, j'ai toujours pas compris où est-ce que ça m'amène, de quoi ça parle, etc. En fait, j'arrête et je passe à une autre nouvelle parce que j'ai pas le temps de lire une nouvelle pour que peut-être qu'à la fin, je découvre qu'il y a un truc bien, si ça m'a pas capté dès le début. Parce qu'on choisit des nouvelles qui vont aller dans une anthologie et on pense aussi à ce que le lecteur de cette anthologie va attendre. Et on n'a pas envie qu'il s'ennuie non plus au milieu de l'anthologie, quoi. En tant que lectrice, tu fais pareil aussi, ouais. J'assume de ne pas avoir terminé toutes les nouvelles que nous avons reçues sur cette appel à texte.
Ouais, mais c'est un parti pris et ça, je le comprends tout à fait. C'est vrai que moi, ayant été anthologiste un petit peu, bon, moi, j'avais un peu moins de nouvelles à lire, mais j'étais seul, donc j'avais une quarantaine de nouvelles. Et il y a eu des moments où j'étais tenté, je vous avoue, de laisser tomber. Alors moi, c'est pas ben, je sais pas pourquoi je m'oblige à lire les nouvelles jusqu'à la fin. Mais effectivement, c'est souvent le cas quand ça t'a pas accroché au niveau des deux premières pages, ou on va dire trois premières pages. C'est rarement, tu atteins rarement le but quoi, avec les dernières pages. Quoi. Le début d'une nouvelle est hyper important. Il faut pas que ça emmerde les gens, quoi, parce que déjà qu'une nouvelle, c'est pas beaucoup lu, on va dire. Il faut bien le dire dans le monde de la SF, ou même dans la littérature en général. Il n'y a pas beaucoup de recueils de nouvelles qui ont beaucoup de succès, à part certains auteurs hyper connus. Mais voilà, il faut quand même que ça ait ce côté hyper ludique d'entrée. Enfin, pour moi, il faut que ce soit quand même des petits trucs de pop-corn comme ça qu'on mange. Ça, c'est des nouvelles un petit peu, c'est du pop-corn, quoi. Et, enfin, moi, je suis plus dans l'idée de faire du pulp ou des trucs un petit peu fun, même si parfois je déroge à ça. Mais voilà, il faut que ce soit fun, quoi. La nouvelle, il faut que ce soit fun. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et ah oui, j'avais une question aussi sur les personnages. Est-ce que quand vous participez à un appel à texte, enfin l'appel à texte, c'est un peu un principe de concours. Est-ce que cette idée-là enfin, vous amène à construire vos personnages différemment de quand vous écrivez juste, juste pour vous ou que vous écrivez sans forcément répondre à une contrainte? Alors, en ce qui me concerne, non, pas du tout. Les personnages, je vais dire, se présentent un peu tout seuls à mon esprit, mais je ne pense pas vraiment les construire différemment. Après, que j'essaye de les présenter physiquement et de présenter leur personnalité un peu plus rapidement dans l'histoire, parce qu'il faut que dans les deux, trois premières pages, on sache comment ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Mais j'avoue que je n'utilise pas de méthode vraiment différente pour les créer qu'il s'agit d'une nouvelle ou d'un roman. J'ai un peu le même sentiment que Gaël là-dessus. Je suis d'accord plus ou moins avec le fait que ça s'impose, quoi. C'est Enfin, ça, en tout hein. cas, ouais, enfin, moi, je le vois aussi comme ça. Les personnages, ils sont aussi. Alors, à un moment donné, j'avais un petit jeu comme ça, un petit truc un peu fun où je prenais des collègues, des auteurs ou même des collègues de travail et je prenais un peu leurs traits, leurs manies, choses comme ça. Puis tu peux créer un personnage là-dessus. Aussi pour faire chier des potes écrivains, je mettais leur nom un peu modifié dans les nouvelles, histoire qu'ils se reconnaissent un petit peu. Alors c'est marrant parce que cette espèce d'exercice-là ça fait aussi, ça peut créer, ça peut générer des personnages un peu intéressants. Voilà, partir d'une base réelle et puis délirer un petit peu sur la psychologie ou en tout cas sur la psychologie du personnage, enfin, de ce personnage en général. Voilà. Mais sinon, moi je suis d'accord avec elle. Voilà, les personnages, des fois, ils arrivent comme ça. Et alors, C'est assez de qui automatique, hein. t'es-tu inspiré pour créer ton personnage dans Plant Punk? Alors, dans Plant Punk, c'est un gars que j'ai croisé dans la rue, qui avait une mine complètement renfrognée, qui était en treillis militaire, qui devait être d'ailleurs, je pense, SDF. Euh, Même j'en suis sûr d'ailleurs. Et voilà, il avait ce côté un petit peu, il avait une démarche un petit peu très très raide, mais en même temps avec une certaine prestance. Là, il avait ce côté un peu SDF, comment dire, clochard céleste là, un truc un petit peu, un truc beau quoi. Et hop, et voilà, ça m'est venu comme ça. Et puis j'ai lu, je crois que le soir, c'est une semaine après que j'ai lu, où je me creusais la tête par rapport à la thé, là, où ça me venait pas. Alors là, pour le coup, c'est une idée qui m'est venue après. C'est un personnage qui m'est venu après avoir lu l'appel à texte, quoi.
c'était pas une réserve de personnages. Je crois que j'ai mixé ça avec Bruce Willis comme d'habitude parce que je mets toujours Bruce Willis quelque part. Voilà. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Bruce Willis de Nicolas Pagès, lisez l'anthologie Cyberpunk féerique. Voilà, il y a un côté Bruce Willis. Et toi, Gwen, est-ce que tes personnages sortent de la réalité ou est-ce que tu les imagines de toutes pièces ? Alors, ça dépend vraiment des fois. Là, par exemple, pour la nouvelle que j'ai écrite pour cet appel à texte, ils sont inspirés de personnages réels qui sont pour le personnage masculin principal, c'est un commerçant qui travaille dans un magasin de jouets. Donc, je ne l'ai pas inventé, il existe, je l'ai décrit quasiment trait pour trait. Et mon héroïne est vaguement inspirée de la collègue d'un ami, qui est elle aussi artiste, comme dans ma nouvelle. Mais c'est du plagiat, quoi. Quasiment du plagiat de vie. Franchement, il y a des procès. Hein. Mais oui, en plus, ils pourraient presque se reconnaître. Enfin, les noms sont changés, mais les descriptions physiques sont assez semblables quand même. Donc, je me suis pas trop fatiguée. Je me dis, toi, je te prends, hop, je mixe et c'est parti. Mais comme Nicolas, parfois, je prends aussi, ça peut être des acteurs, ça peut être des voisins, des amis. C'est vrai que j'aime bien Bruce Willis. Je l'ai utilisé aussi à plusieurs reprises dans un roman, d'ailleurs. C'est notre époque, quoi. C'est notre génération qui adulait Bruce Willis, autant les femmes que les hommes, quoi. Oui, j'avoue que je vais donner des petits rôles. J'aime bien utiliser Chuck Norris, mais à contre-emploi. Et ça, j'éviterai de m'étendre sur le sujet. Oui, mais c'est comme. Mais Bruce Willis, c'est une histoire bizarre parce que à un moment donné, je participais au concours de nouvelles où il y avait des micro-nouvelles, c'est-à-dire je ne sais plus combien de signes d'ailleurs, c'était ridicule, 40 signes ou un truc comme ça. C'est le prix Pépin, ça, non ? Voilà, le prix Pépin, voilà. Et la seule qui a été prise, parce que je crois que j'en ai écrit je ne sais pas combien, mais la seule qui a été prise, c'était un truc qui s'appelait John McClane contre les mutants, bref, un truc comme ça. Et c'était Bruce Willis. Et du coup, c'est un peu devenu une espèce de porte-bonheur à Bruce Willis. Il y a toujours un peu de Bruce Willis dedans, voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. C'est bien comme ça, quand je lirai ta nouvelle, je pourrais mieux visualiser le personnage. Ce sera sympa. Ouais, ça va m'aider. Ça peut aider. Je pense que Alexei devrait être d'accord avec moi, mais vos nouvelles ont vraiment des personnages qui sont assez marquants, qu'on se représente bien. Les autres nouvelles, je saurais dire que font les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Mais j'ai pas forcément d'image en tête. Ça pourrait être un peu n'importe qui dedans. Et vous, on avait vraiment des personnages qui marquaient bien l'esprit, quoi. Eh ben, si tu veux, je me permets de répondre, mais pour connaître un peu le travail de Gaël, en fait, on a peut-être ce côté, on se rejoint en tout cas cinématographique, quoi. Il y a quelque chose de visuel, quoi, je trouve. Après, c'est ce qu'on m'a dit, moi. On m'a dit que finalement, ce que j'écrivais, c'était assez cinématographique, en tout cas. Il y a un côté comme ça. Je suis d'accord. Je crois que chez Gaël, je le vois aussi, quoi. Je vois bien la mise en scène, tout ce qui peut être de l'ordre même de cadrage de caméra, presque. Quand je lis comme ça, des fois, je vois bien où elle veut amener le lecteur par le regard. Tout ça, enfin, bon, il y a quelque chose comme ça chez Gaël que je visualise bien, quoi, quand je la lis. Je crois qu'on est des réalisateurs qui se cachent derrière une plume, finalement. Arrête. Ça fait pompeux, arrête. Non, mais c'est ça, on est un peu nos propres scénaristes, réalisateurs et acteurs en même temps. T'imagines, on est tout à la fois. On est trop beau. Puis tellement humble aussi. Pouf, là, mon Dieu. Bon, sur ces bonnes paroles, nous arrivons à la fin de ce podcast qui traitait de la question des appels à texte. Nicolas, on peut te lire en ce moment aux éditions du 38 avec Pearly Gate. Alexei, on peut te lire sur Rocambole avec des séries littéraires. Et Gwen, j'avoue que j'ai pas bien fait mes devoirs et je ne sais pas où on peut te lire. Eh bien, on peut me lire dans l'anthologie Dimension Rock, que j'ai eu le grand plaisir et le privilège de diriger, et où il y a également une nouvelle de Nicolas. Oh.
Voilà, comme ça on fait double promotion. Et j'ai également une nouvelle individuelle qui est apparue il y a quelques mois déjà aux éditions 11-15 et qui s'appelle Jack in the Box. Cool. Et il ne faut pas oublier, si je peux me permettre, qu'il y a aussi une nouvelle de Gaël dans Strange Crazy Tale of Pulp aux éditions des Artistes Fous, qui est sorti en début d'année, je crois, ou en fin d'année peut-être, 2020. Et où j'ai aussi une nouvelle dedans, quoi. Voilà. Et on traîne souvent dans les mêmes anthologies. Et ouais, c'est marrant, on se rend compte qu'on traîne pas mal dans les mêmes anthologies. Hein. Déjà à l'époque, ouais, voilà. Oui, alors, on continue. C'est ça. On espère vous voir très vite lors du salon Imagina Livre quand le virus dont on ne doit pas prononcer le nom permettra enfin qu'il se tienne. Et en attendant, on vous retrouve dans l'anthologie Cyberpunk féerique qui est à sortir, à apparaître très rapidement. Et vous pouvez nous retrouver sur notre prochain podcast dans une semaine pour discuter de l'importance des retours lecteurs. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.